Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité. Au sommaire ce jeudi, de l'augmentation du prix du pain à la chute du président Omar el-Béchir. Les Soudanais ont obtenu gain de cause après plus de 3 mois de manifestations. Le président soudanais au pouvoir depuis 1989 a été destitué ce jeudi matin. L'armée a annoncé la formation d'un conseil militaire de transition. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi souhaite ouvrir la voie aux jeunes, des propos tenus lors du dernier congrès de son parti Nida Tounes, qui laisse entendre qu'il ne souhaite pas se présenter au scrutin présidentiel de novembre 2019. Et puis, transfert de fonds, la diaspora africaine toujours plus généreuse. La diaspora issue de la région subsaharienne a envoyé environ 46 milliards de dollars de fonds vers la région en 2018. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Soumel Yamine, sociologue et enseignant à l'Université de Paris 3. Bonsoir. Bonsoir. El Yamine. Et Louis Kemayou, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Kemayou. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Omar el-Béchir n'est plus le président du Soudan. Le chef de l'État au pouvoir depuis 30 ans a été destitué ce jeudi par l'armée. Une destitution qui intervient après 3 mois de manifestations populaires contre son régime. Il est remplacé par un conseil militaire de transition. Ashley Duprat. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté le pouvoir. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Auf, qui avec la destitution du président aurait été nommé chef du gouvernement de transition. Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour 2 ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans. C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement était extraordinaire, était saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours, et aussi par les revendications politiques qu'il a pour mener jusqu'au bout, en demandant le départ du général el-Béchir et en s'adressant aussi à partir de 6 avril à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présente dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. Alors après l'Algérie, aujourd'hui le Soudan, pouvons-nous dire que nous sommes témoins d'une nouvelle vague du printemps arabe, Monsieur Kemayou? Oui, je pense que c'est la saison 2 du printemps arabe. Il y a eu une saison 1 avec le renversement, avec la révolution du jasmin d'abord en Tunisie, puis ce qui s'est passé en Égypte. Et là, aujourd'hui, on a affaire quand même, avec la parenthèse libyenne également, qui a été également un moment fort de ce printemps arabe. Là, nous vivons une saison 2 qui est tout à fait différente de la première. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de révolution téléguidée, comme on aurait pu le penser, avec ce qui s'est produit en Égypte et en Libye. Il s'agit ici d'une réclamation qui peut paraître banale. C'est l'augmentation du prix du pain. On se croirait dans la Rome antique où il suffirait de donner le pain au peuple et des jeux pour qu'il ne s'intéresse pas à la gestion du pouvoir. Et là, en l'occurrence, c'est ce que Omar el-Béchir n'a pas su faire. Il a augmenté le prix du pain. La contestation a duré plus de 3 mois et elle débouche sur le renversement d'un régime qui paraissait indéboulonnable au cours des 3 dernières décennies. Il y a eu cette plainte qui avait été déposée par rapport à la question du Darfour à la Cour pénale internationale. Les leaders de l'Union africaine se sont solidarisés avec Omar el-Béchir et le Soudan pour qu'il ne soit pas traduit à la Cour pénale internationale. Et là, pour le coup, on attend de voir comment va réagir l'Union africaine. On va y parce revenir. qu'il s'agit quand même d'un coup d'État. Et dans les textes de l'Union africaine, on ne reconnaît pas les régimes issus d'un coup d'État. Or là, on aura droit à 2 ans
de gestion. Justement, j'allais poser la question. Le conseil militaire de transition a été mis en place avec à la tête le général Awad Ibn Aouf, vice-président depuis février, nommé par Omar el-Béchir. Le conseil prendra le pouvoir, comme vous avez dit, pendant 2 ans, avec une prolongation de 3 mois de l'état d'urgence en couvre-feu jusqu'à 22 h. La douche est quand même froide pour les Soudanais, là, monsieur Eliamine. Oui, c'est d'autant plus que l'armée, on le voit dans ces transitions-là, que ce soit dans le cas de l'Algérie ou du Soudan, l'armée joue un rôle essentiel. Comme une ossature. Dans le cas de l'Égypte, c'est la même chose. C'est l'armée qui reprend, puisque dans les 3 de ces pays qui ont été évoqués, l'armée a un rôle essentiel dans l'économie. Si on prend l'économie de l'Égypte, elle contrôle une grande partie de l'économie. Mais ce qu'il faut dire sur ce qui se passe sur les émeutes du pain, elles sont régulières sur le continent. Il y en a eu dans les années 80 en Égypte, il y en a eu en Tunisie, il y en a eu en Algérie, etc. Ce sont des mouvements qui sont réguliers. Alors c'est vrai qu'on parle de printemps arabe pour faire un focus dans un temps historique fort, dans un temps où il y a un changement. C'est le départ de Ben Ali, c'était le départ de Moubarak ou encore récemment d'Abdelaziz Bouteflika. Mais il ne faut pas oublier que c'est des sociétés qui sont vivantes. On a toujours tendance à penser qu'il y aurait effectivement des ingérences étrangères, bien évidemment qu'il y a des jeux de puissance, mais c'est des sociétés vivantes, c'est-à-dire que quand on est confronté à des réalités, à des conditions économiques difficiles, plus à de la répression d'État, c'est ça le Soudan, c'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a quasiment pas de liberté de penser différemment, et puis c'est aussi ce qu'on peut dire depuis l'indépendance en 1956 du pays, c'est un pays qui a été très mal géré. La pluralité n'a pas été gérée, le pays a été découpé en 2. Puis c'est un des pays, c'est peut-être le pays le plus riche du continent. C'est un pays qui possède énormément de richesses. Donc il y a toutes ces questions-là qui se sont posées sur la gestion d'Omar el-Béchir, d'où la volonté de départ. Maintenant, la reprise en main de l'armée, j'ai envie de dire que c'est un processus presque classique maintenant de ce qu'on voit dans les transitions. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on a retiré Omar el-Béchir, mais on prend les mêmes et on recommence quelque part. Oui, mais là, ce qu'il y a, c'est que l'armée, une fois de plus, j'insiste sur ce point, c'est que l'armée fait une espèce office de garantie d'une transition. Alors là, on ne sait pas trop vers quoi, puisque la première demande, c'était les manifestants ciblaient Omar el-Béchir et il parlait des conditions économiques. Mais ensuite, c'est quelle transition possible. Et c'est là où il y a un jeu d'acteurs qui peut être mis en place, sachant que l'armée, au Soudan ou ailleurs, ce n'est pas une institution monolithique. Il y a des courants dedans, il y a des enjeux, il y a des gens qui sont liés aussi avec des réseaux économiques. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué que ce qui n'en paraît. Alors, il y a des manifestants qui ont déjà justement dit qu'ils allaient, ils étaient contre ce régime, on va dire, autoritaire toujours, que la transition de l'armée veut mettre en place et qui comptaient continuer les manifestations. Comment vous pensez que la suite, lors des prochains jours, comment ça va se passer en fait, si justement il y a ce clash-là entre... Parce qu'ils souhaitaient quand même un gouvernement, une transition civile, pas militaire. Oui, c'est très difficile à dire parce que quand on a vécu pendant autant d'années sans avoir une opposition intérieure très forte, ce n'est que l'opposition au sein de la majorité qui a gouverné qui peut avoir la légitimité à reprendre le flambeau après la chute du champion qui était là. Et donc aujourd'hui, le problème du Soudan, il est là. C'est que même s'il y a une opposition en exil qui est très forte et qui peut s'appuyer sur cette vague de contestation populaire sur le terrain, elle a beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à fédérer. Le Soudan, rappelons-le, c'est quand même un pays avec une superficie très importante, même s'il a été amputé du Soudan du Sud, qui est aujourd'hui une entité indépendante complètement. C'est un pays qui est immense. Mener campagne et trouver un leader qui fera l'unanimité, ou du moins trouvera la majorité au sein de cette population. En gros, il ne suffit pas de partager les mêmes idéaux, il faut pouvoir être organisé. Oui, la politique, on ne s'improvise pas leader politique. Et en plus, pour revenir à la question de l'ingérence intérieure, on l'a vu en Libye. C'est une ingérence très claire à la fois de la France, de Nicolas Sarkozy et de l'OTAN qui a fait tomber Kadhafi. Et en Tunisie, il n'y avait pas un régime militaire fort, c'était un régime policier. Donc cela a fait que quand il y a eu une volonté de faire tomber le régime, les policiers n'ont pas suffi et l'armée, pour le coup, qui était presque ignorée dans le pays, a repris ses droits et ses forces. Mais malheureusement, à la suite, il n'y a pas eu de leader incontesté non plus. Il y a eu une dérive islamiste que l'on retrouve également en Égypte avant la reprise en main par Sisi. Et là, au Soudan, il n'est pas exclu que l'on tombe dans les mêmes dérives et que l'on reste dans une transition qui ne se terminera jamais. Justement, j'allais dire qu'il y a moyen de faire un parallèle avec l'Égypte.
quelque part, de mars en 2011. D'abord, parce qu'il y a une proximité géographique qui fait que le Soudan et l'Égypte sont très proches, que les deux ont été des colonies anglaises et que ce système d'administration, ne l'oublions pas, les grands éléments historiques, par exemple comme les pyramides en Égypte, dont on vante autant l'historicité, ont d'abord été faits au Soudan. Tout est parti du Soudan. Et donc aujourd'hui, le Soudan, même si on ne le dit pas suffisamment, sur la scène de l'islam, représente un lieu très fort. Parce que le fonds culturel et bibliothécaire de l'islam est beaucoup plus situé au Soudan que nulle part ailleurs. Quand vous cherchez de la littérature sur l'islam, c'est au Soudan que vous la trouvez de façon fournie dans le monde de l'islam. Et l'islamisme aussi. Et de l'islamisme. L'islamisme, parce que le Soudan, la question qui s'est posée après l'indépendance du Soudan, c'est pour ça que c'est un échec. C'est le nord du Soudan qui est musulman, le sud qui a été évangélisé notamment par les missionnaires protestants, le nord qui est plutôt arabophone, le sud qui a été influencé, même s'il y a d'autres langues, les Dinka, etc. Et donc il y a toute la question, c'était est-ce qu'on fait de cet État un État pluriel? Et déjà à l'époque du président, déjà avant Omar el-Béchir, on a commencé à instaurer la charia, c'est-à-dire que pour des populations qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, il y a eu déjà un courant islamiste fort au Soudan. C'est d'ailleurs un des laboratoires de l'islamisme moderne. C'était un pays où on a accueilli Ben Laden, voilà. Donc l'islamisme a été déjà porté, et c'est ce qui a fait aussi qu'une partie des populations, c'est ce qui a fait qu'il y a eu un mouvement, notamment une armée du Sud qui a été dirigée par John Garang, qui est mort dans des circonstances un peu particulières. Donc ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la société soudanaise. Une société, parce que ce qu'il faut voir dans les mouvements actuels, c'est qu'il y a la question économique, des répartitions des richesses, de la corruption, mais il y a aussi la question des libertés individuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est quand même dans un espace où les libertés individuelles sont contrariées par des renforcements des éléments de la charia, par une atteinte claire aux droits des femmes. Vous voyez, sur les questions d'héritage. On a remarqué que pendant cette manifestation, les femmes se sont vraiment... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, on l'a vu aussi en Algérie, c'est que ces questions-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'ère des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut continuer dans des pays où on ne peut pas penser différemment? On a la même chose en Arabie Saoudite. Lorsqu'on dit qu'on est athée, on est condamné à mort. Et juste sur le dernier point, sur la question internationale, le Soudan d'Omar el-Béchir, c'est le premier pays qui fait rentrer la Chine-Afrique. Ça, c'est un élément très important pour comprendre pourquoi il y a eu partition du Soudan. C'est-à-dire que derrière, il y a une campagne qui a été menée, d'ailleurs pas forcément en lien avec le Sud-Soudan, la région du Darfour, qui est une région immense. À la frontière avec le Tchad. Avec le Tchad, et on a fait penser que cette idée, finalement, c'était un conflit entre Arabes et Noirs. On a même mobilisé les Afro-Américains, des gens comme Louis Farrakhan, etc., sur cette question-là. Georges Clooney, qui avait lancé une campagne à l'époque. Mais cette alliance d'Omar el-Béchir avec la Chine, il l'a payée aussi, d'une certaine manière. Il l'a payée parce que Chevron, la compagnie pétrolière Chevron, s'installe dans les années 60-70 au Soudan. Le Soudan est riche en pétrole. C'est dans le sud qu'il y a le pétrole. Mais par contre, toutes les infrastructures, tout le développement, il est dans le nord du pays. Voilà. Juste pour terminer, c'est que le Soudan, cette première alliance, le premier pied important des Chinois en Afrique, c'est au Soudan que ça se passe. Et donc, il y a eu toute cette campagne. Et on a essayé finalement de comprendre le conflit du Darfour comme une simple opposition entre Noirs et Arabes, alors qu'en fait, c'est une opposition entre sédentaires et nomades dans des situations de sécheresse, une situation et ce qui se passe là va vraiment impacter le Soudan du Sud, hein, clairement, parce que... Pas que le Soudan du Sud, parce que faut pas oublier, le fait ici, c'est que l'ingérence, encore une fois, internationale, ici, elle est frappante. On aura beau nous expliquer qu'il y a une difficulté de cohabitation entre les religions, ce que je retiens, c'est que toutes ces religions-là, qu'il s'agisse de l'islam, qu'il s'agisse du christianisme, sont des religions importées. Donc ça ne peut pas être un motif de division aussi importante au sein d'une société africaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les Américains ont une idée de ce que devrait être la laïcité dans le monde et le bon comportement, qui est de dire on devrait développer. C'est comme si on allait en croisade à nouveau. Ils ont installé les chrétiens dans la partie est du continent, d'abord en Ouganda. Cela a donné l'armée de résistance du Seigneur, et ça a permis aussi qu'au niveau du Soudan du Sud, qui est devenu indépendant par la suite, on ait un mouvement évangéliste qui a favoriser l'indépendance. Ironiquement, Salva Kiir et Riek Machar sont actuellement au Vatican. Oui, pour justement parler d'un gouvernement de transition qui était prévu à partir du 12 mai et qui était vraiment, c'était un consensus qui était vraiment chapeauté par Omar el-Béchir. Là, il est destitué. Comment est-ce que ça peut se répercuter sur cet accord-là? Il y a plusieurs
clés de lecture. La première, c'est que pendant très très longtemps, on a eu l'impression que le Soudan traditionnel, oui, celui de Khartoum, était l'élément perturbateur dans la réconciliation entre les frères ennemis du Soudan du Sud. C'est une façon de voir les choses. La deuxième, c'est que le Soudan du Sud, certes, a le pétrole, mais il lui manque un élément important, ce sont les raffineries et surtout les pipelines pour exporter vers l'étranger. Oui. Et tout cela passe par le Soudan du Nord, ce qui fait que... D'où l'implication d'Omar el-Béchir. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'entendre là-dessus. Économiquement, le Soudan du Sud est tenu d'être en bon terme avec le Soudan de Khartoum. Deuxième chose, on a les accords de paix qui ont été signés entre les Centrafricains, qui sont également des frères ennemis, et qui étaient parrainés par Khartoum, même si l'Union africaine estime que c'est elle qui conduit les opérations, c'est également quelque chose. La troisième implication, c'est par rapport au Tchad. Le Tchad et le Soudan, les dirigeants tchadiens et soudanais se sont réconciliés parce qu'il y a eu un moment où le coup d'État contre Idriss Déby passait beaucoup par le Soudan. Oui. Et donc, il y a eu une réconciliation entre les deux dirigeants qui a fait qu'on ferme la fenêtre de tir qui permettait aux opposants tchadiens de passer par le Soudan. Et aujourd'hui, c'est par le Tchad qu'ils le font. Donc, ces éléments-là sont des éléments de géostratégie qui font qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan intéresse les Africains, les voisins immédiats du Soudan. Autre élément qui n'est pas négligeable, c'est que les accords aujourd'hui que l'Union européenne paye les pays africains pour appliquer afin de retenir les migrants, ils sont certes signés avec les pays du Maghreb, mais ils sont également signés avec le Soudan, qui est également un hub où on retient les migrants africains et venant aussi d'Asie, afin qu'ils ne montent pas vers l'Europe. Donc, tous ces éléments-là, mis en ligne de compte, font que le Soudan n'est pas là important que par rapport à sa stabilité intérieure, il est important par rapport à la stabilité des voisins, il est également important par rapport à la gestion des flux migratoires en direction de l'Europe. Alors, Omar el-Béchir, il est destitué, l'armée dit le détenir, il a toujours des mandats d'arrêt contre lui émis par la CPI. Comment est-ce qu'on analyse la situation? Est-ce qu'il y a moyen de le poursuivre du coup maintenant de manière plus effective, parce qu'ils ont essayé, mais jusqu'ici ils ont... Là, une fois de plus, on n'a pas de boule de cristal pour voir ce qui va se passer. Alors, ce qui a été indiqué, c'est qu'il est tenu dans un lieu... Est-ce que vous pensez que l'armée va le Ça dépend une fois de plus de ce qu'il y a comme négociation. Sur aujourd'hui, ce qui représente aussi encore dans la société soudanaise, c'est tout ça... à établir, mais juste sur un point, je voulais revenir sur la question des divisions. C'est pas parce que ce sont des religions qui sont importées que les divisions ne marchent pas. Vous saviez bien qu'à l'époque de Moubarak, pour un copte égyptien, pour un chrétien, il était quasiment impossible d'obtenir une autorisation pour construire une église. On sait que ces divisions ont fonctionné. Quand le Soudan installe la charia dans les années 80, donc avant Omar el-Béchir, eh bien, on pénalise des populations. On construit finalement un État où on marginalise et on discrimine. Et donc, le Soudan, c'est aussi cette histoire finalement qui a eu ces divisions, quand bien même, une fois de plus, ce sont des importations et qui ont fonctionné. Aujourd'hui, il y a tout un tas de religions, je pense à l'anglicanisme qui est majoritaire au Nigeria, qui sont devenues des religions africaines. Je relève cela parce que cela a conduit à des embargos qui n'ont toujours pas été levés contre le Soudan, qui ont contraint le Soudan, quelque part, à aller vers les Chinois, à aller vers d'autres partenaires, afin de se sortir de l'Union. Oui, mais dans les années 80, quand on décide d'instaurer la charia, c'est pas l'époque de l'embargo de Omar el-Béchir. Une fois que l'embargo a été instauré et qui est toujours en vigueur, il a bien fallu trouver des fenêtres pour exister. C'est comme Cuba avec les États-Unis. Une fois que l'embargo... Cuba n'a pas instauré la charia, elle n'a pas discriminé les populations. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix aussi politiques en interne qui ont fait que le Sud-Soudan protestant a été historiquement marginalisé par les infrastructures. On a quand même discriminé une population parce qu'elle était animiste, parce qu'elle était chrétienne. Il y a eu une ingérence notamment des États-Unis pour faire comprendre aux Soudanais qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur vivre ensemble et que vu qu'ils ne le gèrent pas bien, ils vont payer le prix. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont instauré la charia? Non. Bon, on va revenir sur la question vraiment moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un embargo qui a été instauré et qu'il fallait décider de l'embargo. Et ça a fait que l'ingérence a poussé vers de nouveaux partenariats qui n'ont peut-être pas été très vertueux, mais qui ont eu pour conséquence de permettre à l'économie soudanaise de respirer un peu. Avec les Chinois, vous dites en fait. De respirer avec les Chinois, oui. Parce que la période de grâce qu'a connue le Soudan, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a eu une période où l'économie se portait bien, un peu comme pour la Turquie aussi. C'est-à-dire que
Donc ça a fonctionné, mais aujourd'hui nous sommes rentrés dans un cycle de récession qui fait que tous les éléments perturbateurs de l'économie font que la moindre manifestation peut être une étincelle qui fera prendre n'importe quel soulèvement populaire. Et c'est ce qui vient de se passer sous nos yeux. C'est ce qui s'est passé en Turquie, c'est ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Alors, l'armée promet pendant les 2 ans, ils ont dissout le gouvernement, ils promettent de refaire une constitution. Déjà, celle de 2005 a été mise en stand-by. Est-ce que vous pensez que l'armée, justement, pour réécrire cette constitution-là, qu'ils promettent, va faire participer l'association professionnelle des Soudanais qui sont à l'origine, justement, de cette manifestation? Là-dessus, très difficile de parier quoi que ce soit. Est-ce que la population va dicter sa loi? Est-ce que les militaires accepteront de plier les chines? Ils ont déjà suffisamment soutenu le mouvement populaire pour que quelque chose se passe, et quelque chose s'est passé. Mais pour revenir à votre question précédente concernant la Cour pénale internationale, parce que c'est très important quand même, ça fait 10 ans que Omar el-Béchir est poursuivi par la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que le Soudan n'est pas signataire des accords de Rome et que rien ne les oblige à transférer Omar el-Béchir. L'autre deuxième chose, c'est que même quand on est signataire, si on décide de juger la personnalité recherchée dans son pays, ça ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas vous demander d'extrader quelqu'un que vous êtes en train de juger. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais revenir là-dessus pour qu'ils soient certains que ces militaires, même s'ils ne soutiennent plus Omar el-Béchir en tant que président, peuvent le soutenir en tant que membre de leur corporation. Oui, parce que pendant 30 ans quand même, il a fonctionné avec ses militaires. Et le juger dans le cadre de leurs tribunaux, qui peuvent être des tribunaux militaires ou des tribunaux civils. Maintenant, pour revenir à votre question concernant le fait que... la Constitution. Voilà. Ça va être le génie propre des Soudanais. S'ils arrivent à faire une alchimie, une mayonnaise dans laquelle on arrive à impliquer tout le monde, tant mieux. Mais pour l'instant, on en est très loin. On en est encore à savoir si les militaires pourront tenir pendant 2 ans sans fléchir par rapport aux exigences de la population. Monsieur Yamine, vous vouliez... Oui, non, sur la Constitution, on a un indicateur qui est intéressant. Notamment, aujourd'hui, on a des enquêtes sur pourquoi, en fait, des gens viennent en France, dans ceux qui arrivent à migrer. Parce qu'aujourd'hui, pour migrer, il faut de l'argent. Des Yéménites n'arrivent pas à venir jusqu'en France. Pourtant, c'est un pays en guerre, etc. On a des Soudanais, on a des Maghrébins. Et beaucoup, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une immigration qui est économique. Il y a des gens qui ont de l'argent pour payer un visa, pour s'acheter une porte de sortie. Et ce qui est intéressant dans ces constitutions, c'est qu'on ne veut pas que demain, des gamins meurent dans les bateaux, des jeunes, des femmes, etc. C'est qu'il y a une question où beaucoup de gens quittent aujourd'hui le continent. Et ça, on ne l'a pas encore intégré, cette question-là, pour la question des libertés individuelles. C'est vraiment ça qui est essentiel. Certains sont prêts, ils se disent je suis prêt à perdre, ils sont propriétaires, ils ont un cadre économique plutôt favorable, et ils se disent je suis prêt à perdre tout ça pour aller vivre en Occident parce que ma liberté individuelle, ma manière de penser, elle est différente. Donc les libertés, a intérêt à prendre en compte. Alors ça dépend, je veux dire l'armée, elle peut dire j'en ai rien à faire de tout ça, c'est pas l'intérêt. Mais si on pense vraiment du bien-être, mais au-delà du Soudan, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les migrations sont aussi en partie liées à ça. C'est-à-dire l'idée de se dire j'ai envie d'être dans un pays où je peux penser différemment, où j'ai cette liberté-là. Et donc ces constitutions-là, c'est le travail que va être entamé notamment en Algérie, c'est que si elles ne laissent pas des espaces de liberté, si elles ne posent pas la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien on continuera à avoir des gens qui vont mourir pour traverser, ou alors qui vont payer leur visa ou un mariage ou que sais-je pour venir en Occident. Mais la limite de ce raisonnement, c'est que les libertés individuelles se rétrécissent aussi bien dans le sud que dans le nord également. Là, nous avons par exemple, en élément d'actualité, Julian Assange, qui était recherché, il y a une offensive, qui était réfugié en Équateur, dans l'ambassade d'Équateur, et qui a été livré à la police britannique. Et on le voit également en France, c'est-à-dire que non seulement la question du pouvoir d'achat et des libertés liées au fait que l'on revendique davantage de pouvoir d'achat font que, par moments, les brutalités sont aussi importantes que quand on est en Algérie, au Cameroun ou ailleurs. Après, c'est pas le même niveau. Hein. Quand c'est inscrit dans la loi... c'est peut-être pas le même niveau, mais les résultats sont à peu près les mêmes, puisque la violence, elle est au rendez-vous. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'africanisme.